Bonjour à tous et bienvenue dans cet audio. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots d'encouragement. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir aussi, ça m'a aidé à remonter. Donc merci encore à vous. L'audio que vous allez entendre aujourd'hui, c'est en fait un audio que j'avais enregistré vers la mi-janvier. Avant que l'on parle de propagation épidémique et, et je ne vous avais pas transmis ce message à l'époque parce que j'étais en plein dans la production, le montage vidéo des énergies de février et de mars qui était pour moi une priorité à vous expliquer et en fait cet audio-là était passé un peu à la trappe, je l'avais mis un peu de côté et puis après j'étais partie dans mon autre délire de vouloir vous expliquer les consentements inconscients, qui est un gros chapitre que je dois absolument voir avec vous, que je dois vous expliquer. Et en fait, eh bien, je me suis moi-même laissé prendre au piège euh, dans les exemples que je voulais vous donner. Et je suis tombée malade, en fait, à cause de ça. Donc, il faut absolument que je vous explique ça parce que euh, tous les consentements que l'on peut donner de manière inconsciente peuvent nous atteindre et nous atteignent de toute façon. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente cet audio sur la peur parce qu'il est en plein quand même dans les énergies du moment et puis parce qu'il est quelque part une sorte d'introduction justement à tout ce qui sera consentement inconscient que je vais essayer de vous expliquer par la suite. Voilà, alors je vous laisse écouter cet audio sur la peur. Je vous préviens tout de suite, c'est le premier audio que j'avais fait, le texte brut, sans retouche, donc je n'ai rien changé. Je l'ai repris tel quel parce que là actuellement j'ai pris tellement de retard que je n'avais pas le temps de reprendre quoi que ce soit. Donc je vous le livre tel que je l'avais enregistré au départ, hein, c'est-à-dire toutes les idées que j'avais voulu mettre dedans au départ. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt. Prenez soin de vous. La peur est naturelle. Elle sommeille en chacun de nous, se révélant en évidence lorsque nous sommes confrontés au danger. Les animaux connaissent aussi la peur, car c'est ancré dans les gènes de base de toute espèce animale. La peur est dans l'instinct de survie. Elle nous met en alerte et éveille nos sens de réflexion et de réaction rapide. Normalement, elle nous permet d'avoir les réflexes opportuns, d'utiliser une énergie directe, forte, puissante, que nous consommons pour nous-mêmes. C'est cette énergie qui engendre les actions. La peur déclenche une libération d'adrénaline, adrénaline qui pousse nos pulsations cardiaques, gonfle nos muscles, met en tension nos tendons, accélère la circulation sanguine. Elle développe également l'action du cerveau primaire. Nous avons donc toute l'énergie et ressources nécessaires pour répondre à la peur et y faire face. Mais cette énergie développée par la peur n'est pas une énergie dont nous avons besoin au quotidien. C'est une énergie ponctuelle qui vient se rajouter aux énergies que nous consommons habituellement. Alors je repensais à la peur et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir cette notion de peur sur un point de vue énergétique. Ma question est alors, si la peur est un instinct de survie, qu'elle déclenche une série d'actions dans le corps physique qui engendre une production d'énergie puissante, si puissante qu'elle peut nous sauver la vie, que se passe-t-il, ou plutôt, que devient cette énergie quand elle est produite et non utilisée? Car vous savez comme moi qu'en énergie, rien ne se perd, tout se transforme. Quand nous produisons une énergie liée à la peur, nous l'utilisons aussitôt pour sauver notre vie. Mais si la peur est déclenchée alors que le danger est loin, qu'il ne vous concerne pas directement, ou encore même qu'il n'y a pas de véritable danger, que devient alors cette énergie qui est produite? J'ai essayé de répondre à cette question en émettant plusieurs hypothèses, mais tout d'abord retenons que produire une grande quantité de ce type d'énergie fatigue énormément, surtout si elle est produite sur de longues périodes. Pourquoi? Parce que c'est une énergie, comme je le disais, qui se doit d'être consumée de suite. Production
utilisation. Beaucoup d'événements physiologiques se mettent en route en même temps, et c'est cela qui fatigue. Sur le moment et sous l'effet de l'adrénaline, on ne ressent pas forcément la fatigue tout de suite. Elle vient ensuite, quand la tension redescend, quand la peur est passée ou quand le danger est écarté. Mais si le danger ne s'éloigne pas, ou pire, s'il n'existe pas vraiment, mais qu'il est juste supposé, alors on reste en état d'alerte, à produire de cette énergie primaire si puissante. On finit lessivé, presque zombifié. Est-il vraiment possible d'accumuler en permanence ce genre d'énergie? Non, je ne le pense pas. Alors que devient cette énergie? Tout d'abord, une partie de notre corps physique l'absorbe, normal puisqu'on la produit pour soi à la base. Normalement, les muscles se mettent en tension, le cœur s'accélère, mais si on ne l'utilise pas, eh bien alors on se sent tendu, stressé, à l'affût, peut-être même avec des palpitations cardiaques. On peut aussi être facilement irritable, se mettre en colère, pleurer sans raison, de désespoir ou de soulagement. Quand cela se répète trop souvent, on peut même déclencher des maladies telles que cancer, hypertension, diabète, dépression et j'en passe. Oui, parce que il faut bien que cette énergie qui vous est destinée, puisque vous la produisiez pour vous, finisse par ressortir d'une manière ou d'une autre. Le corps fait alors comprendre qu'il ne peut plus accumuler, ou alors que l'accumulation provoque des dysfonctionnements internes. Une autre partie de cette énergie se propage autour de nous. On peut alors imprégner les autres ou les lieux de notre tension. C'est comme une onde qui se diffuse. Peut-être êtes-vous déjà rentré dans une pièce en vous disant que vous ressentez certaines choses qui ont pu se passer dans cette pièce. Si on rentre dans une pièce dans laquelle il y a eu une dispute quelques heures avant, on est capable de ressentir cette tension. Une autre partie encore de cette énergie reste marquée en nous-mêmes. Cette partie-là, elle s'inscrit dans notre inconscient. Elle indique qu'on s'est angoissé ou que l'on a paniqué, entre guillemets, pour rien, mais quelle en est la conséquence? Eh bien, j'en ai trouvé deux, il y en a peut-être plus, mais j'en ai choisi deux puisque dans la polarité, il y a toujours deux extrêmes. Alors, soit vous restez en panique permanente, parce que cette fois, oui, vous avez eu peur pour rien, et vous vous attendez finalement toujours à quelque chose qui puisse arriver, qui pourrait se reproduire. C'est symptomatique d'ailleurs des personnes qui souffrent du syndrome post-traumatique. Alors on reste coincé, si vous voulez, dans un état d'hypervigilance. Ou alors on peut finir par minimiser les réactions, jusqu'à inhiber parfois la peur. Et on s'adapte à cette production inutile d'énergie, qui finira peut-être par revenir à son point initial au bout d'un certain temps, ou alors qui finira soit par vous déclencher des maladies, comme je le disais plus tôt. Donc en attendant, même si vous vous habituez à vivre avec cette production permanente d'énergie, dont je vous rappelle qu'à la base c'est une énergie supplémentaire dont on n'a pas besoin pour vivre, eh bien on est déréglé en quelque sorte. On ne peut plus évaluer, je dirais, correctement le danger. Quoi qu'il en soit, on fournit de cette énergie en permanence, une énergie qui épuise, qui zombifie. Donc dans le premier cas, elle est produite en permanence et on reste en état d'hypervigilance. Et dans le deuxième cas, on produit en permanence cette énergie en étant dans l'hypovigilance. En sachant cela, et imaginons que plusieurs personnes en même temps réveillent leur peur, eh bien que deviennent cet ensemble d'énergies créées, puisqu'elles vont se cumuler? Eh bien, on peut soit finir par tomber malade en groupe, soit elles vont former un égrégore qui va même englober des personnes qui ne seraient pas concernées et pour lesquelles il devient même difficile de sortir de cet amas énergétique, cet amas d'ailleurs qui peut se répandre comme une traînée de poudre, réveillant les instincts de survie par la peur à d'autres groupes. Et quand il y a plusieurs groupes de personnes en même temps alors qui sont touchés, c'est l'égrégore qui s'accumule, qui grossit, qui se nourrit de cette énergie. C'est toute une population qui se met à trembler. Et c'est surtout une quantité incroyable d'énergie qui est produite. Et plus cette énergie prend de l'ampleur, parce que chacun va l'agrémenter en plus avec ses croyances personnelles, plus elle va toucher les autres. Si on demande à une foule de sortir calmement d'un bâtiment, eh bien vous savez comme moi qu'il suffit qu'il y ait une personne qui se mette à courir
pour que tout le monde court. C'est la propagation de l'énergie comme une onde. Les animaux en troupeau font cela aussi. D'ailleurs, si un des animaux sent fortement un danger et qu'il se sauve en courant, eh bien c'est tout le troupeau qui va se mettre naturellement à courir, même s'ils n'ont pas senti le danger eux-mêmes. Et en courant, l'instinct va se réveiller chez chacun d'eux. Et pourquoi, encore une fois, eh bien c'est parce que ça se transmet de l'un à l'autre, du premier qui s'est mis à courir vers les autres, un à un, de manière énergétique. Alors, on pourrait se dire qu'il peut y en avoir un qui se dit, par exemple, à chaque fois, eh bien, on court pour rien. Eh bien, celui-là, un jour, ne courra plus. Et ce jour-là, eh bien, peut-être qu'il se fera manger. Et celui qui court, lui, au quart de tour, va finir par courir toujours, sans plus jamais s'arrêter, jusqu'à mourir d'épuisement. Ainsi, l'un devient une proie facile et l'autre une proie utile. Après tout, le prédateur n'a pas à faire l'effort de chasser. Il lui suffit d'attendre soit que sa victime s'épuise, et il n'aura alors qu'à l'accueillir. Et en même temps, pendant qu'elle s'épuise, elle produit beaucoup d'adrénaline, donc elle a des muscles qui sont beaucoup plus gros, plus consistants à manger, donc ce sera un repas bien plus copieux pour le prédateur qu'une proie maigrichonne. Quant à la victime facile, celle qui arrête de courir parce que finalement elle se dit qu'elle court toujours dans de fausses alertes, eh bien elle produit quand même de l'énergie, mais elle s'habitue à vivre avec et elle minimise le danger. Et en minimisant le danger, eh bien elle ne fait plus assez attention et elle pourrait se laisser attraper et manger facilement elle aussi. Donc en gros, si nous ne réagissons pas un minimum, on consent à se laisser manger quelque part. Et puis si on réagit un maximum, eh bien on fournit une grosse quantité d'énergie. Une énergie qui se propage, qui ne se perd pas et qui peut être transformée. Alors qui, quand, comment, pourquoi en faire? Alors on parle souvent de vampirisme énergétique. Cela existe, bien sûr, vous en connaissez probablement autour de vous. Ce sont des personnes qui vous épuisent totalement sans que vous ne sachiez pourquoi ni comment. Elles captent en fait vos énergies et vos bonnes énergies. Ce sont ces personnes qui vous disent « Ah bien, quand je te vois ou quand je parle avec toi, après je me sens mieux ». Ah oui, parce qu'elles vous ont pris vos bonnes énergies et elles ont fait un échange en vous transmettant leur négativité. Mais ce qui est différent entre le vampirisme énergétique ainsi défini et la peur, c'est que la peur, ce n'est pas une énergie de base et ce n'est pas une énergie négative. Elle ne peut pas être négative puisque c'est une énergie que vous créez pour vous et qui doit vous servir personnellement. Donc vous n'allez pas produire quelque chose de négatif pour vous-même, vous comprenez ça, je pense. C'est une énergie donc qui vient se greffer sur vos énergies de base en plus, celles qui vous permettent de vivre et fonctionner normalement. Donc quand vous produisez de l'énergie par la peur, il ne peut pas y avoir d'échange positif, négatif comme avec le vampirisme énergétique. Donc l'échange n'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a bien un surplus d'énergie. Un surplus qui finit parfois, comme je vous le disais, à se retourner contre vous-même, en vous déclenchant les syndromes de stress, d'angoisse, de maladie, etc. Et ces symptômes vont en retour amplifier la peur. La peur engendre la peur. Alors vous continuez à émettre ces vibrations et à en recevoir en retour qui vont ne faire que augmenter les vôtres. Un jeu sans fin, quoi. Comme l'animal qui continue de courir jusqu'à l'épuisement. Alors petit à petit, eh bien, on s'affaiblit, nous aussi. Si la peur est justifiée et le danger imminent, vous avez raison d'avoir peur. Mais si elle est justifiée et que le danger est loin, il faut en avoir confiance mais ne pas lui donner d'importance. Parce qu'en donnant l'importance, vous augmentez votre peur intérieure et vous produisez une trop grande quantité d'énergie qui ne sera pas utilisée mais qui sera propagée tout de même, tout en alimentant au passage l'égrégore correspondant, donc donnant de la force et de la puissance finalement à l'objet de votre peur.
Ainsi, la peur, elle n'est pas néfaste en soi. Si vous avez conscience que vous produisez de cette énergie, il suffit de ne pas la laisser se disperser n'importe comment. Je vous rappelle qu'au départ, c'est une énergie que l'on produit, que l'on doit utiliser de manière immédiate. Alors, on ne peut pas vraiment résister à la peur, parce que la peur est instinctive. Mais on peut utiliser donc cette énergie. Comment? Eh bien, en ne commençant pas par céder à la panique et en restant vigilant. Et sans aussi la minimiser. Utilisez cette énergie pour réagir. Par exemple, en envisageant les ressources que vous avez. Que pouvez-vous faire si ça s'approche de vous? Où pouvez-vous aller? Quelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour l'éviter, par exemple? Est-ce que c'est vraiment utile de vous alarmer en permanence? Que ressentez-vous d'abord? Est-ce que ça vous semble bon pour vous? Parce que la peur donc ne doit être qu'un élément qui se déclenche ponctuellement dans un cas ou une situation précise. Elle ne doit pas vous envahir en permanence. Être dans la peur, dans l'éventualité que quelque chose arrive ou vous arrive, vous maintient dans un état d'alerte épuisant, donc qui affaiblit en plus vos défenses immunitaires. Donc ce n'est peut-être pas l'effet recherché. En plus, vous produisez cette énergie qui ne vous sert pas et qui est transformée et récupérée. Alors encore une fois, à qui sert-elle? Comment est-elle récupérée? Comment est-elle utilisée? Je ne le sais pas. Je ne suis pas là non plus pour faire des suppositions ou vous dire n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est que cette énergie-là qui est produite, elle enrichit un égrégore qui devient de plus en plus puissant et qui aura forcément un retour, puisqu'il faudra que cette énergie finisse par être utilisée d'une manière ou d'une autre, puisque rien ne se perd, tout se transforme. Alors vous, si vous êtes en train de produire cette énergie actuellement, demandez-vous si le danger est imminent. Demandez-vous ce que vous craignez à l'instant, c'est-à-dire pas à ce qui peut arriver demain ou après-demain. Maintenant, êtes-vous en danger maintenant, dans l'instant présent? Si oui, alors vous avez raison d'avoir peur et il vous faut réagir de manière rapide. Sinon, il est normal de ressentir de la peur pour quelque chose qui pourrait éventuellement arriver, mais au lieu de rester bloqué devant cette peur, ou de rester là à supposer des choses ou à blablater sur telle ou telle chose, eh bien utilisez cette énergie de peur que vous produisez là maintenant actuellement pour vous dire tiens voilà, eh bien je peux dans l'instant présent faire ceci, faire cela, préparer ceci, préparer cela. En gros, si aujourd'hui la peur et l'énergie qu'elle vous fait produire n'est pas utilisée dans le but de vous sauver la vie, comme on pourrait l'entendre dire là maintenant, eh bien utilisez cette énergie pour vous préparer et vous sentir prêt le moment venu où cette peur aura vraiment raison d'être. Comme toujours, je vous laisse méditer là-dessus. Vous serez peut-être d'accord, vous serez peut-être pas d'accord. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous-même réfléchissiez à cette question pour savoir où vous en êtes exactement avec ces énergies de peur, ce qu'elles produisent dans votre vie et ce qu'elles peuvent produire sur votre propre véhicule terrestre. L'important, ce n'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. L'important, c'est de vous poser vos propres questions. Je vous dis à très bientôt pour un autre message. Voilà, donc ce message, je l'avais donc enregistré vers la mi-janvier. Aujourd'hui, je vous le transmets parce qu'il me paraît tout à fait d'actualité par rapport à tout ce qui se passe, notamment par rapport à cette épidémie dont tout le monde parle. Car je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont dans la peur et que beaucoup de personnes en fait parlent et puis ont peur et en fait ne font rien, ne se préparent pas, n'ont même pas envisagé de solutions ou même cherché à se renseigner sur comment on peut peut-être se préparer ou augmenter ses défenses immunitaires, etc.
Donc moi j'ai cette sensation que beaucoup sont dans la peur, qu'ils restent figés finalement devant cette peur et qu'ils en parlent un peu comme quand on parle qu'il fait toujours mauvais, par exemple le temps, il pleut tout le temps, et qu'ils ne peuvent rien y changer. Voilà, donc c'est comme ça, on a peur mais on peut rien y changer. Alors que ils finissent finalement par produire des énergies de peur qu'ils devraient utiliser pour chercher d'éventuelles solutions, pour chercher d'éventuelles possibilités de se protéger, etc. Mais non, on préfère parler comme si on parlait, je vous dis, de la pluie et du beau temps, en se disant que c'est comme une fatalité, que l'on ne pouvait absolument rien faire. Quelque part, ils restent terrorisés dans leur peur. Donc ils consentent à procurer de cette énergie qu'ils n'utilisent pas pour eux-mêmes. Donc c'est aussi pour cela que je trouvais important de vous transmettre ce message. À l'époque où je l'avais enregistré, donc on ne parlait pas encore vraiment d'épidémie importante et la peur n'avait pas gagné comme ça toute une population. Et c'est suite à l'enregistrement de cet audio que j'en suis venue à essayer de vous parler des consentements non consentis, inconscients, et que je n'arrive pas à faire cette vidéo. Et je vous avais dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs que je n'arrivais pas à la faire, que j'espérais pouvoir vous la faire bientôt. Et je pense que je vais finir par vous l'expliquer telle qu'elle, même si elle prend du temps, même si elle est longue, cette vidéo, tant pis. Mais vous y comprendrez aussi pareil, hein, ce que vous voulez y comprendre et comment vous voulez le comprendre, parce que j'ai essayé de plusieurs manières de réécrire un texte pour vous l'expliquer, et franchement, je n'arrive pas à réduire la durée des explications. Donc c'est un peu ce qui m'énerve. Mais bon, et c'est en prenant justement des exemples par rapport à l'actualité, je dirais, que je me suis trouvée moi-même dans l'exemple que je voulais vous donner. C'est-à-dire que pour vous expliquer cela, en fait, je me suis connectée à des égrégores auxquels je n'aurais pas dû, et j'ai donc fini par tomber malade, et c'est justement ce que je voulais vous expliquer avec les consentements inconscients. Donc là, j'en suis l'exemple typique. Donc j'espère pouvoir vous l'expliquer là bientôt, parce que franchement, c'est très important. La preuve en est, hein, c'est que je m'y suis connectée. Alors en plus, moi, je m'y suis connectée de manière consciente, donc là, c'est peut-être encore pire. Et, et voilà, quand on se connecte, que ça soit de manière consciente ou inconsciente à certaines choses, eh bien, ça finit par arriver, tout simplement. Voilà, donc je m'excuse quelque part parce que aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû vous partager cet audio sur la peur au moment où je l'avais enregistré. Ça aurait peut-être été utile, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Et il est vrai que à cette période-là, au moment où je l'ai enregistré, j'étais aussi en même temps dans les montages vidéo des vidéos que j'ai faites sur l'entrée de Lilith en Bélier et sur les énergies de février et de mars qui arrivaient et dont il fallait absolument que je vous parle parce que c'était vraiment très fort, très important ce qui nous attendait. D'ailleurs, c'est pas pour vous dire je vous l'avais dit, mais bon, je vous l'avais dit quand même, hein, l'épidémie, j'en avais parlé dans une des vidéos du mois de décembre, je crois, dans les énergies de 2020. Et puis pour le mois de mars, hein, je vous avais parlé de restrictions de droits, de possibles confinements, etc. Donc voilà, on a l'impression que tout ça va arriver. Donc à l'époque où j'avais enregistré donc cet audio sur la peur, je faisais en même temps donc les montages vidéo pour vous préparer aux énergies de février et mars qui étaient donc importants. Et puis finalement, cet audio-là était passé un peu à la trappe. Donc je m'en excuse encore. J'espère que vous avez quand même compris quelque chose. Et je vais essayer là maintenant d'enregistrer quelque chose sur ce consentement inconscient parce que là, ça devient de plus en plus urgent de comprendre ça. Allez, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.